Aujourd'hui, je reçois l'homme derrière les soirées de contes du Cercle des conteurs du Mont-Saint-Hilaire. Albert Simon, c'est un conteur empreint de sérénité et de sagesse, avec qui j'ai bien hâte de m'entretenir pour vous à Conteur de parole. Bonjour Albert Simon. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Dites-moi, depuis quand est-ce que le conte fait partie de votre vie? Ça fait à peu près une douzaine d'années. Il y a un de mes amis, Guy Lemay, qui avait créé le Cercle des conteurs à Mont-Saint-Hilaire, qui m'avait invité à participer à une soirée. J'ai assisté à la soirée, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai préparé un conte pour la soirée suivante. Ça a commencé comme ça. Avez-vous eu des influences? Les seules influences que j'ai eues, j'ai entendu plein de genres de contes différents, plein de conteurs différents, et j'ai eu envie de partager avec d'autres des choses que moi-même je connaissais. Je n'ai pas cherché à représenter quelque chose que je voyais comme un style de conte ou quoi que ce soit. Alors, c'était beaucoup plus partager avec les gens des lectures que j'avais faites ou des choses qui m'avaient intéressé. J'ai dit, tiens, ça serait le fun de partager ça avec d'autres. Et maintenant, vous vous occupez du Cercle des conteurs du Mont-Saint-Hilaire. C'est ça, c'est ça. Après Guy, il y a eu Pierre Lambert qui s'en est occupé pendant un certain temps. Il a fait un excellent travail lui aussi. Et par la suite, j'ai pris la relève pour le moment. Je m'en occupe autant aussi avec Kees van der Heijden aussi. OK, d'accord. Ouais. Et on sait qu'un cercle des conteurs, ça organise des soirées. Mais c'est Oui. quoi le mandat précis du cercle? Ça, c'est important de savoir ça parce que c'est pas un endroit pour des spectacles. Autrement dit, la soirée, c'est comme l'aboutissement de quelque chose dans lequel on a l'occasion de conter. Mais c'est pour inviter toute personne qui a envie de conter à avoir devant lui un petit public, un nombre de personnes qui seraient intéressées à l'écouter. Alors, ça peut être des gens qui débutent. On veut encourager les gens à pratiquer. Pas besoin d'être expert, on veut Non, juste... on veut c'est un encourager, échange c'est ça. aussi. Dans le cercle, on veut vraiment faire ça. On ne veut pas organiser des soirées de divertissement, OK. bien que ça peut le devenir, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'encourager les gens à le faire. Et si on se réunit et qu'on est juste un groupe de conteurs puis personne du public, on est tous en même temps public et conteurs. Alors, c'est comme ça qu'on encourage les gens à le faire. Bien, justement, en tant que conteur, qu'est-ce que vous retirez de ces soirées-là? Ah, mon Dieu. Chaque soirée est différente. C'est toujours très intéressant. Personnellement, je découvre plein d'histoires différentes en écoutant des conteurs, plein de styles différents. Je trouve ça magnifique. Et chacun y apporte une petite touche personnelle. Et à chaque fois, on a des surprises. Chaque fois, il y a des choses qui nous surprennent. Et c'est ça que j'aime. J'ai l'occasion, évidemment, quand je peux, de compter aussi, donc de partager avec d'autres quelque chose, puis de voir la réaction des gens. Mais vraiment, c'est de découvrir tous ces gens-là qui comptent. Est-ce que vous connaissez les conteurs à l'extérieur du cercle? Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que vous les conseillez, les guidez peut-être aussi? C'est déjà arrivé. On a déjà fait un atelier d'une demi-journée. Je l'avais fait avec Kees van der Heijden. On avait fait ça ensemble. Il y avait plusieurs personnes qui s'étaient présentées. Pour la plupart, c'était des gens qui comptaient déjà. Et on a eu un bon travail qu'on a fait ensemble. Seulement qu'il faut faire attention, c'est que des fois, on risque d'influencer les gens, c'est-à-dire les influencer en voulant leur dire « voici le style, voici comment ça devrait être ». Et on ne devrait pas changer le style de quelqu'un. Mais on guidait les gens en leur disant que d'abord choisir l'histoire. C'est important de choisir une histoire. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait un développement, il faut qu'il y ait une fin aussi. De ne pas se contenter d'une histoire qu'ils trouvent amusante, mais il faut qu'elle les touche, qu'elle soit intéressante et qu'elle soit aussi bien présentée. Ça, c'est la difficulté de la plupart des gens au début. Après ça, ils découvrent leur manière de faire. Mais en dehors de ça, on peut se rencontrer à l'occasion quand on a des réunions, quand on planifie des choses, mais habituellement, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Chacun est occupé de ce côté-là. Mais j'imagine qu'il y a de belles amitiés qui se développent Oui. aussi parce que la soirée est propice à ça. C'est un lieu de oui, rencontre et Ah d'échange. oui, c'est très intéressant. On a découvert des gens très intéressants qui viennent de partout. On a des gens qui viennent des fois de Montréal, d'autres qui viennent de l'Estrie. C'est arrivé aussi Agnès Huberlin, Marie-Agnès Huberlin, qui est venue du Cercle des conteurs du Haut-Saint-Laurent, qui est venue chez nous, etc. Pour compter. Ah, C'est très intéressant. C'est vraiment un bel échange. Oui, et Robert Payan, alors aussi, Oui. du même groupe aussi, du même cercle. J'aimerais qu'on parle un peu plus de vous maintenant, de votre cheminement personnel. D'accord. Vous avez été courtier immobilier pendant 10 ans avant d'avoir votre propre compagnie de formation, maintenant, si je peux dire. Moi, je vois plusieurs liens entre la vente et le compte. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'enseignement, le compte et la vente vont ensemble. Parce que pour bien compter,
un conteur doit vendre son idée, l'idée qu'il veut partager. S'il la garde pour lui, s'il se dit « venez la découvrir avec moi, mais je ne vous donne rien », s'il n'y a aucun encouragement à venir le partager, le conteur ne va pas atteindre son public. On dit souvent qu'un bon comédien, c'est un bon vendeur. On ne parle pas de quoi, on est un bon comédien. Pourquoi? Parce qu'on achète son personnage. Et on parce qu'il y a un travail sur les mots aussi, parce qu'il y a une communication avec le public. Il nous vend son personnage, il nous vend les émotions de son personnage, puis on embarque. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, la vente, c'est permettre à l'autre de voir les choses autrement. La vente, c'est pas imposer à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, non. C'est l'aider tout simplement à prendre une décision ou à regarder les choses différemment. Alors, dans le conte, c'est la même chose. On amène les gens à regarder un petit peu ce que j'ai découvert, regarder un petit peu ce que je vais vous raconter. Puis quand c'est bien fait, ça se fait. Dans l'enseignement, c'est la même chose. Un bon prof, c'est un bon conteur, mais c'est aussi quoi? Un bon vendeur. Il vend l'idée à ses étudiants, à tous ceux qui sont là, de dire « j'aime ça, j'achète le sujet ». Donc, j'imagine que votre expérience de courtier vous a servi ou vous sert encore également pour Oui, compter. parce que je suis formateur et je donne des cours de vente qui sont spécialisés en immobilier, mais dans le travail que je fais, on parle uniquement des gens. On ne parle pas de maison, on parle des gens. C'est ça. Et oui, ça m'aide beaucoup. Il y a ce contact-là avec le public. Oui, exactement. Je voyais aussi les mêmes trucs. Et comment est-ce que vous faites comment vous vous préparez à une soirée de conte? Puisque vous racontez des histoires à cette soirée-là. Comment est-ce que vous vous préparez? La chose principale, d'abord, c'est de savoir qui va venir conter. Autrement dit, qui va être présent. Des fois, les gens me donnent le titre de leur conte, mais ils peuvent changer aussi. Il n'y a personne qui est tenu à le faire. Et si jamais il se présente et il compte exactement ça, ce que je fais au début de la soirée, c'est avant même d'arriver à la soirée, c'est que je sais déjà qui va être présent, quels conteurs vont être présents et plus ou moins ce qu'ils vont compter. Ensuite, de mon côté à moi, je prépare mon conte. J'aime le préparer à la dernière minute, mais j'y réfléchis pendant très longtemps. Pourquoi à la dernière minute? Parce qu'on dirait qu'à la dernière minute, il m'arrive une manière différente de voir. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on arrive proche de la fin ou avec quelque chose comme pression, ça. Oui, c'est plutôt excitation que pression là, qui arrive. Et puis, je l'ai travaillé pendant un certain temps, ce conte-là, ou dans ma tête, ou en le lisant, ou en le relisant, en prenant des notes. Après ça, je ferme tout. Je ne regarde plus rien. Et puis là, tranquillement, je le revois, ce conte-là. Et quand j'arrive, j'ai rien avec moi. Autrement dit, je consulte rien, absolument pas. Et ensuite, je m'adresse à tous les conteurs qui sont présents et je leur demande dans quel ordre ils voudraient être. En tout cas, est-ce qu'ils veulent ouvrir la soirée? Est-ce qu'ils veulent être au milieu? Est-ce qu'ils veulent être vers la fin, après tel autre, et ainsi de suite? Ça, c'est tout simplement... casser la glace. Oui, c'est ça, pour avoir une idée. Alors, des fois, ça m'arrive de casser la glace. Des fois, je laisse à quelqu'un d'autre le faire. Des fois, c'est moi qui clôt la soirée. Ça dépend. C'est vrai, mais ça fait partie de la préparation parce que quand il y a des gens qui sont là et qui ne sont pas conteurs, c'est important qu'il n'y ait pas beaucoup de flottement pendant la soirée. Autrement dit, qu'on sache exactement. Puis la personne qui est assise et qui doit compter doit savoir que son tour s'en vient. Ouais, parce qu'on a déjà... aussi à y aller. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment est-ce que vous choisissez vos histoires? Parce que vous ne les écrivez pas, vous les choisissez. C'est ça. Vous lisez beaucoup, J'écris pas, non. C'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est parce que j'ai tellement de choses à découvrir et tellement de lectures que je fais. J'ai recueilli avec les années plein de livres de contes. Partout où je m'en vais dans des librairies, dans des endroits de livres usagés. Je trouve plein de choses, des fois intéressantes, des fois pas, on ne sait pas. Et donc, vous avez une bibliothèque de contes. Oui, j'ai ça. Et j'aime découvrir des contes qui me touchent. Il y a des contes, puis j'aime découvrir aussi des contes de plein de sources différentes. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me touche. Il faut qu'il y ait un sujet central qui soit valable, une idée valable au centre. Et il faut qu'il y ait une fin. C'est important que le conte ait une bonne fin. On a vu souvent des contes très traditionnels, de différents pays d'ailleurs, incluant du Québec, qui n'avaient pas une fin. C'est-à-dire, tout était dans la manière de conter, dans le plaisir de partager avec des grands gestes, puis des mots, puis des expressions. C'était super. Mais il n'y avait pas de fin. Puis ça restait comme ça. Mais c'était tombe à plat. Mais c'était fait pour chanter ensemble, pour jouer ensemble, puis pour participer à un événement. Moi, ce n'est pas mon style, mais j'admire ce style-là aussi, il n'y a aucun problème. J'ai déjà rencontré une fois à notre soirée de conte un conteur qui venait d'Afrique
Et puis, il était de passage à Montréal, il est venu, il a apporté ses percussions, il a apporté ses peaux par lesquelles il était habillé, et il nous a raconté un conte en levant les bras, en tapant dessus, en faisant des choses comme ça. J'ai totalement... magnifique spectacle. Mais j'ai complètement oublié le sujet, d'après moi. Il n'y avait rien pour me retenir. J'ai admiré le spectacle, mais c'était tout. Alors, il y a des gens qui aiment ça, puis je trouve ça bien correct. Mais quand moi, je choisis un conte, il faut qu'il y ait quelque chose qui se tient au centre. Une idée, une émotion à transmettre. Ça peut être une émotion à partager, ça peut être une idée qui va surprendre des gens, quelque chose. Et puis à la fin, il faut que ça se termine avec quelque chose. Un film, c'est comme ça. Un bon film, il y a une fin. Si le film ne se termine... Mais il faut qu'il y ait une bonne fin. Oui, il y ait une fin qui... Oui, mais des fois, elle n'est pas agréable, la fin. Non, c'est ça. C'est pas amusant, là. Elle transmet une réflexion, peut-être aussi. Peut-être. Ça dépend. Des fois, ça peut être un conte amusant ou un conte triste, mais quelque part, là, il y a une clôture, il y a quelque chose qui fait une conclusion à la fin. Est-ce que ça prend absolument, on en a parlé un peu plus tôt, vous l'avez fait glisser, est-ce que ça prend un style pour conter? Est-ce que ça prend absolument une manière? Est-ce qu'il faut développer une manière de conter? Il y a des gens qui pensent que oui. Il y en a d'autres, non. Non, c'est ça. Moi, j'ai entendu des conteurs qui ont une manière extraordinaire, ils sont flamboyants. Puis j'ai écouté d'autres conteurs qui content comme on parle, comme ça, là. Et puis ils étaient absolument, incroyablement focusés sur ce qu'ils faisaient, puis nous aussi. Alors, je ne sais pas. Ça dépend peut-être du type de conteur et ça dépend du type d'histoire qu'ils choisissent, mais je pense que c'est ouvert, c'est vraiment ouvert. Il faut faire attention aussi que ça ne devienne pas du théâtre, parce qu'il y a des fois où on peut tomber, bon, je dis tomber, la frontière n'est pas tellement évidente. C'est une ligne qu'il faut tracer au crayon. On ne sait pas vraiment à quel moment donné que ça devient du théâtre et à quel moment donné ça devient du divertissement dans lequel il y a des instruments de musique qui s'impliquent, il y a des chansons qui se mêlent et tout ça, ce qui est correct aussi. Mais ça ne s'applique pas à moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui font ça, puis je trouve ça magnifique. Dans une ville, dans une petite maison à l'orée de la ville, là, juste là, il y avait un père qui vivait là avec sa fille. Et il disait à sa fille tout le temps, « Sors jamais. Dans ce monde-là, dehors, là, c'est affreux. Tu peux pas savoir comment est-ce que la vie est détestable. Reste ici, tu vas être à l'abri. » Puis lui, ce qu'il faisait, il sortait tous les jours, il allait ramasser ce qu'il pouvait trouver comme objet, que sa fille, qui avait des mains magiques, elle était capable de tout refaire, elle pouvait modeler ça, puis refaire ça, elle faisait des belles choses avec toutes sortes de déchets, et puis lui, il pouvait revendre ça, puis c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Alors, il s'en allait partout faire ça, et il revenait, puis à chaque fois, il disait, ferme les fenêtres, ferme la porte, fais attention, sors pas, sors pas. Puis elle le croyait, puis elle restait là. Un jour, il passe devant une maison très grande, très belle maison, et à la porte de cette maison-là, il y avait 2 vases, bleus et blancs, de magnifiques vases en porcelaine bleu et blanc. Au moment où il passe avec sa petite voiture, une servante qui était dans cette maison-là ouvre la porte et court après un chat. Et en courant après le chat renverse le vase tombe à terre, se brise en petits morceaux. La servante court après quand même, le chat rentre dans la maison, elle referme la porte et le vase en petits morceaux reste à terre. Fait qu'il regarde à gauche, il regarde à droite. Ils n'en auront pas besoin, hein? Ils n'en ont pas besoin, certains. Il apporte sa petite voiture, il ramasse tous les petits morceaux de vase bleu et blanc, il les met dans sa voiture, il retourne à la maison, il dit à sa fille, « Je t'ai apporté un vase magnifique, remets-le en état, on pourra le revendre par la suite. » Mais reste ici, fais attention, sors pas dehors, parce que dehors, c'est affreux, c'est ici que tu es en sécurité. Alors, comme sa fille ne connaissait pas vraiment l'extérieur, elle se met à rêver. Et elle, qui avait des belles mains, qui pouvait faire n'importe quoi, elle prend sa colle, elle prend ses petits morceaux, puis elle commence à les assembler. Puis elle rêve. Elle rêve de rencontrer un homme charmant un jour, de rencontrer quelque chose, puis elle colle les petits morceaux ensemble. Puis à un moment donné, elle regarde ça, puis c'est pas un vase qu'elle a créé, c'est un homme. C'est un homme qui est là, en porcelaine,
qui la regarde et qui dit « Je vous aime ». Elle tombe en amour avec l'homme en porcelaine. Au moment où ils s'enlacent, la porte s'ouvre, son père revient. Il dit « Qu'est-ce que je vois? Je t'ai dit de ne pas ouvrir la porte. » Il prend une chaise, il casse ça sur la tête, il tombe en petits morceaux. Elle dit « Qu'est-ce que t'as fait? » Mais il dit « Quoi? » Mais il dit « C'était le vase. » C'était pas un vase, c'était un homme. Il parlait. Ben oui, il parlait. Mais remonte-moi ça. Remonte-moi ça, parce qu'après ça, on pourra l'amener à la foire au village. On pourrait gagner de l'argent, on va le faire parler devant tout le monde. Un homme en porcelaine, c'est de toute beauté. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Remonte-moi cet homme-là, comme faut. Il s'en va dans son coin, il s'assoit, il s'assoupit. Elle, pendant ce temps-là, elle pense que cet homme-là va aller à la foire, on va s'en servir comme d'un spectacle. Puis elle est en train de monter, puis elle monte des petits morceaux, puis elle rêve à ça, puis elle rêve à ça. Puis à la fin, c'est pas un homme qui l'a remonté, c'est un cheval qui dit « Je vous aime ». Il dit « Quoi? » Le gars se réveille, il dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Et lui, il dit « Embarquez sur mon dos, on y va. » Embarque sur son dos, passe par la fenêtre, et il court. Il court à toute allure. À un moment donné, ils arrêtent. Elle lui dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Ben, il dit « Je vais me jeter contre l'arbre, puis vous allez me remonter. Puis là, je vais redevenir l'homme de tantôt. » Elle dit « Correct. » Alors, le cheval en porcelaine se jette contre l'arbre, se brise en petits morceaux. Et là, elle s'approche, mais elle n'a plus de colle. Elle ne sait pas comment le remonter. Fait qu'elle se met à pleurer. Et sur le chemin, qui n'est pas loin, passe un jeune homme avec sa petite brouette. Il voit cette jeune fille qui pleure au pied d'un arbre avec plein de petits morceaux de porcelaine bleu et blanc. Elle dit « Ma chère demoiselle, vous pleurez? » Mais elle dit « Je veux remonter ça. Je veux le remonter, mais j'ai pas de colle. » Ben, elle dit « Moi, j'en ai. Apportez ça chez nous. » Il l'apporte, met ça dans sa voiturette et ils s'en vont tous les deux. Puis tous les deux sont en train de rêver. Puis ils arrivent chez eux, ils allument un feu, ils s'installent à la table, ils mangent une petite bouchée. Puis elle commence à rêver. Elle aime la petite maison, elle se trouve bien. Elle aime le jeune homme, il la trouve sympathique. Elle commence à assembler. Puis à la fin, elle se retrouve avec un service en porcelaine de 12 places. Mais elle dit, mais c'est magnifique. Peu après, évidemment, comme vous savez, ils se marièrent et ils eurent un magnifique service en porcelaine. Et à chaque fois qu'elle s'arrêtait et qu'elle s'asseyait à table pour manger, le service lui disait « Je vous aime ». Merci. Alors, merci beaucoup. Moi, je ne voulais pas de cette rébellion. Je dis que le temps est venu. Je vous conseille de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. C'est là même, sur le site de l'Assemblée des 6 comtés, que mon frère est mort. Mourir pour sa patrie, mourir pour la liberté. Il en aurait été content. Concitoyens, j'entends vos doléances. Je partage vos doléances. Et face à la cruauté, face à la corruption et face à l'injustice, l'honnête homme se dresse. Le temps des discours est passé. C'est du plan qu'il faut envoyer maintenant à nos ennemis. Vive la liberté! Vive la liberté! J'en voulais pas de cette cause-là. Moi, je voulais sauver des âmes. Mais si je voulais sauver la mienne et celle de mon peuple, je n'avais pas d'autre choix. J'ai pris le fusil de François dans la carriole et fait ce que j'avais à faire. On a tous combattu. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous attirent plus que d'autres, qui vous captivent, par exemple l'amour ou encore, je sais pas moi, le diable dans le folklore québécois ou l'humour peut-être? Est-ce que vous êtes attiré par ça ou non, vous prenez Non. vraiment... Je vais vous donner des exemples de thèmes différents. Parce que quand je trouve l'idée intéressante, quand je trouve que ça me touche, je trouve ça intéressant. Comme par exemple l'idée du diable, c'est une idée que j'ai découverte, pas l'idée, mais un conte que j'ai découvert avec l'idée du diable, mais dans une histoire de science-fiction. OK. Et ce n'est pas du tout traditionnel, ça a été écrit dans les années 50 par un auteur américain qui s'appelle Robert Bloch, et qui, le conte s'appelle « Le train
pour l'enfer. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a perdu sa famille, qui a perdu tout, il n'a presque rien, il est presque, en tout cas, il vit quasiment sur les voies ferrées. Et puis, à un moment donné, il veut tout abandonner et il décide, il dit, peut-être que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'aille à l'armée du salut. Et en disant ces mots, il y a un train qui commence à s'approcher de lui sur la voie ferrée. Le train est tout noir, il arrête devant lui et le conducteur débarque. Et le conducteur, c'est le diable, mais il ne sait pas que c'est le diable. Et il lui dit, « Tu m'as inquiété tout à l'heure, Martin. » Il dit, « Parce que tu as parlé de l'armée du salut, moi je viens te sauver. » Mais l'autre dit, « Non, 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 pas de suite, j'aurais besoin d'un vœu. » Alors il lui dit ce vœu-là, et ce vœu, c'est d'arrêter le temps au moment où il va être à son choix, lui. Et il lui donne une horloge, un genre de petite montre qu'il sort comme ça. Il lui dit, « Tout ce que tu as à faire, au moment où tu penses que c'est un bon moment pour toi d'arrêter le temps, tire sur la tige. » Et il s'en va comme ça. Et le conte raconte toute sa vie qui se passe à partir de là. Il ne devient plus comme il était, il change, il trouve un emploi, il se marie, etc. Et à chaque moment de sa vie, il se demande, est-ce que c'est là où je suis heureux? Est-ce que c'est là où je devrais arrêter le temps? Mais à chaque fois, il dit, non, non, ça va être mieux plus tard. Puis là, il y a des choses qui se développent. Puis au fur et à mesure, jusqu'à temps qu'il arrive vers la fin de sa vie. Et puis là, il n'en peut plus, il est sur le point de mourir et le train arrive pour le chercher. Et je ne vous dis pas la fin, mais c'est comme ça. Mais j'avoue, donc vous mélangez les genres, il y a un peu le diable, il y a oui, la c'est science-fiction ça. Alors, c'est vraiment l'idée du diable, mais ce n'est pas l'idée traditionnelle qu'on a du diable. Et ce n'est pas les autres choses qui se passent. Il va falloir venir au cercle des conteurs pour savoir la fin. Il y a une autre idée intéressante aussi qui a été écrite par un autre auteur qui s'appelle Ray Bradbury. C'est l'idée de 6 personnes qui sont dans le sud des États-Unis, près du Mexique. Ils sont mexicains. Ça se passe dans les années 50 encore. Ils sont pauvres, ils ont à peu près 10-12 piastres dans leur poche, c'est tout leur avoir. Ils sont au chômage. Ce sont tous des gens différents, mais ils ont une chose en commun qu'a découvert un gars près de la salle de billard où ils passaient leur soirée dans une soirée de juillet chaude comme ça. Là. Ils découvrent, en les mesurant chacun, qu'ils ont tous la même hauteur. Ils cherchent 6 personnes de la même grandeur. Et personne ne sait pourquoi. Pourquoi tu cherches des gens de la même grandeur? Il dit, j'ai une idée. Il y a un habit qui est à vendre, et cet habit-là, il va nous coûter à chacun 10 $. Mais cet habit, c'est un habit blanc, couleur vanille, et si on l'achète tous ensemble, on pourra chacun l'avoir une journée dans la semaine. Alors, tous ces gens-là qui n'ont rien dans leur vie, qui n'ont absolument rien, ils s'en vont ensemble acheter un habit blanc, tous ensemble. Pour chacun? Et ils sont... non, un seul. Un seul, qui vont tous se chacun, partager. Voilà. Et là, ils développent les différents caractères, parce que c'est des gens qui sont très différents. Il y en a un qui est plutôt philosophe, un autre qui est séducteur, un autre qui est un jeune qui commence dans la vie puis qui est amoureux de la jeune fille qui le regarde par la fenêtre, un autre qui est un vrai vaurien, vagabond, bandit, puis ainsi de suite. Il y a toutes sortes de caractères. Ils doivent tous partager le même habit, puis tous y jettent un coup d'œil. Et le premier soir où ils l'ont, chacun l'a pour 1 heure. Et c'est des petites aventures qui se passent avec chacun et comment chacun est transformé par cet habit-là et raconte à chacun comment ça se passe. Alors, cette idée-là est intéressante, je trouve. J'imagine que la fin aussi oui, est mais sauf que c'est tout le conte qui est intéressant, pas juste la fin. Non, c'est ça. Mais en voyant tout ça, il y a une idée que je trouve intéressante là-dedans à développer. Pour avoir assisté à plusieurs soirées de contes, j'ai souvent entendu raconter des histoires aussi qui proviennent d'ailleurs, par exemple de Chine ou d'Afrique, c'est arrivé quelquefois. Oui. Qu'est-ce qui vous captive dans ces cultures-là, dans ces contes-là? Rien de particulier, je vous dis franchement, là, à part rien. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai lu plein de contes qui viennent d'ailleurs, puis il n'y a rien de captivant non plus. Tu sais, des fois, là, non, sincèrement, là, des fois, ça peut être tout aussi plate que d'autres qui ont été écrits puis qui ne sont pas intéressants. Ils ont eu tous leur valeur au moment où ils ont été faits, il faut s'entendre. Ils correspondent peut-être au moment où ça a été fait à une époque ou à quelque chose, mais je suis aussi sélectif dans des contes qui viennent d'ailleurs que quand des contes qui ont été récemment ou qui viennent d'ici. C'est important mais quand de même, choisir. Vous faites, je vous trouvais aussi proche de la culture asiatique parce que vous faites du tai chi, vous faites du kyudo, qui est du tir à l'arc traditionnel japonais. Oui. Donc, je pensais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous parlait dans cette culture-là. Il y a souvent, dans les contes japonais, il y a un petit aspect qui est culturel, dans lequel on découvre comment les gens vivaient aussi.
Quelle était l'importance des choses qu'ils avaient? Donc, on en apprend aussi sur la Oui, on culture. découvre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui était magique pour eux, alors qu'ils ne le seraient pas nécessairement pour nous, puis ainsi de suite. Il y a une question, en terminant, que je pose à tous les conteurs qu'on reçoit ici, c'est que je veux savoir, en fait, selon vous, si le folklore québécois, si le conte, si la parole a un avenir. Parce que je trouve, en fait, qu'avec la technologie, avec tous les réseaux sociaux, les textos, ça passe de plus en plus de la parole à l'écriture. Oui. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de perdre la parole? Oui, dans certains cas, oui. Mais j'ai l'impression que pour faire équilibre, les gens vont rechercher davantage le contact direct avec les gens. Il y aura quelque chose comme ça qui est en train de se développer. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que le conte se redécouvre aujourd'hui. Hein? Il y a un besoin d'être en présence de gens qui comptent. On pourrait enregistrer ça sur DVD puis dire « voici un conte ». Mais ce n'est pas la même chose. On pourrait l'envoyer comme petite vidéo à un ami. Et il y a des sites de contes qui existent dans lesquels on peut voir des fois un conteur raconter quelque chose. Mais ce n'est pas la même chose que d'être en présence. Parce qu'à chaque fois que c'est conté, c'est un petit peu comme au théâtre, il y a une différence. Il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai jamais compté 2 fois le même conte. Je n'ai jamais compté de la même manière non plus. Puis je ne sais pas pourquoi. Ça change, puis ça arrive comme ça. Il y a un échange aussi qui est là, oui, réel. avec les gens qui sont là. Il y a quelque chose qui se passe. Puis j'ai l'impression, peut-être même que ça va se produire aussi dans les entreprises qui ont instauré partout, dans tous leurs départements, des systèmes de boîtes vocales, dans lesquels les gens qui appellent de l'extérieur sont toujours dirigés par des chiffres, etc. Un jour, il y a une entreprise qui va dire, on a quelque chose de nouveau, on a une vraie personne à l'autre bout du fil. Et Qui raconte une histoire. Non, mais qui va au moins vous parler sincèrement. Et ça va peut-être devenir comme ça aussi. Autrement dit, il y a tout un cycle qui va se terminer et qui va recommencer de nouveau. On va revenir à la vraie parole. Mais ça n'empêchera pas la technologie, c'est très intéressant. Non, c'est sûr, c'est ça. Mais peut-être que la technologie et la parole peuvent cohabiter, Oui, j'imagine. oui. D'après moi, oui, absolument. Voilà, donc il y a un avenir pour oui, le conte. absolument. Merci beaucoup, Albert Merci. Simon, de nous avoir fait part de votre passion du conte. Plaisir. Et nous, eh bien, on est de retour la semaine prochaine avec de nouveaux contes, de nouvelles émotions et du plaisir, bien sûr. À la semaine prochaine.